quelques minutes pour s'assurer que tout le monde se connecte? Ok, je vous propose de commencer. S'il y a une ou deux personnes, Laura, qui m'accompagnent, les fera entrer, et puis elles prendront le train en route. Enfin, on aura largement le temps d'échanger. Donc, bienvenue à tous à cette formation parcours et satisfaction client. On est ensemble pour 1h30 ce matin autour d'une thématique vraiment importante pour vous parce que c'est probablement ce qui permet de développer ou non votre activité. Je reviens sur quelques éléments, vous redire que ce webinaire est enregistré. Et puis rapidement me présenter pour ceux qui ne m'avaient pas vu ben, la semaine dernière, puisqu'on a déjà fait un premier webinaire ensemble. Donc je suis Déborah Recher, je suis formatrice pour Logitourisme maintenant depuis presque 3 ans, avec une spécialité notamment sur la gestion relations clients, entre autres, mais pas que. Ça fait, oh là là, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le tourisme. J'ai dirigé des offices de tourisme, mais aussi des campings et des sites culturels, dont un musée de France. Et je suis aussi guide conférencière. Donc voilà un petit peu en quelques mots mon parcours. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Moselle Académie Tourisme, dans la partie parcours expérience client. Il y a encore un webinaire cet après-midi et puis il y en aura à la rentrée avec des ateliers et des formations pour ceux qui souhaitent approfondir les sujets. Avant de commencer, quelques conseils, vous redire et bien de bien vérifier votre connexion et la charge de votre ordinateur. Ça serait dommage de vous perdre, de brancher votre caméra parce que c'est quand même plus sympa pour humaniser nos échanges. De couper le micro, sauf si bien sûr vous souhaitez intervenir. Et à ce propos-là, vous pouvez tout à fait, lors de cette heure et demie, en plus on est en comité restreint, eh bien tout simplement soit mettre un mot sur le chat, soit me couper. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à la fin de ma présentation, il y aura de toute façon un bon quart d'heure d'échange et ça vous permettra alors de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis bien sûr, installez-vous au calme et faites savoir que vous êtes en visio pour ne pas être dérangé. Voilà un petit peu. Je vous souhaite bien sûr un bon webinaire. Et ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour de table pour qu'on sache qui est qui, ce qui permettra à Laura ben, de pointer les présences, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est parti. Je vous laisse prendre la parole comme bon vous semble. Bonjour, eh ben, moi j'ai allumé mon micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Donc, moi je suis Anne-Christelle Perriot et depuis 2 mois et demi, je suis médiatrice culturelle au Château de Praich. Et pour moi, c'est une première expérience parce que je suis en reconversion professionnelle. J'étais anciennement enseignante. Donc là, je débute, donc je vais découvrir plein de choses et au niveau de mon travail au château et au niveau de ce premier webinaire que je fais avec vous. Super, bienvenue. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, Marine Bélisario, je suis chargée de mission aménagement, développement économique et touristique dans une communauté de communes à Pange. D'accord, super. Bienvenue. Merci. Bonjour, je suis Audrey Kugler, je suis la responsable d'accueil de l'Office de tourisme de Sarrebourg, Moselle Sud.
Eh ben bonjour Audrey, depuis la semaine dernière. Oui. Bonjour, alors je suis navré mesdames, mais ma caméra a décidé de ne pas fonctionner avec Zoom ce matin. Je m'appelle David Oliger, je suis le responsable de la relation client et de l'expérience client pour le domaine des Trois-Forêts Center Parcs en Moselle à Attigny. Super. Bon. Bonjour. On vous entend. Bonjour, je m'appelle Delphine Roméo, je suis responsable de l'accueil client au Zoo d'Amnéville. Super. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Sophie. Pardon. Sophie ou Marie, comme vous voulez. Alors, Sophie. je commence. Oui, merci. Donc, Sophie Sasso, je suis secrétaire de l'association Ferme La Contrée des Minis. C'est une ferme pédagogique qui se situe à Ilbesheim, près de Sarrebourg. Et moi aussi, bah, j'ai des petits soucis de caméra ce matin. Ok. Bienvenue. Marie. Bonjour Marie, conseillère en séjour à l'Office de tourisme du Pays de Forbach. Bonjour Marie. Peut-être Peggy? Oui, On vous bonjour, vous entend? m'entendez? Je ne vois pas à Oui, la c'est caméra. bon. On vous Donc, entend. voilà, nous, on a ouvert un gîte il y a 7 mois, donc en pleine zone Natura 2000. Et voilà, donc c'est pour avoir des informations, cette formation. Voilà. Ok. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Laura, c'est bon pour toi? Ok, super. Eh Parfait. bien, c'est parti. Merci. Alors, les objectifs du webinaire, je reviens rapidement dessus. C'est comprendre le concept de parcours client pour ceux qui ne sont pas, enfin, qui sont vraiment pas très au fait du sujet. C'est une belle première approche. C'est identifier les clés d'un parcours client réussi, c'est repérer les points de friction et c'est découvrir des méthodes concrètes pour améliorer la satisfaction client. Euh, Par rapport à tout ça, juste vous dire qu'il y a une formation qui est proposée dans votre parcours qui dure qui dure 2 jours et qui devrait être, je crois, enfin vers début janvier et qui permet vraiment d'approfondir. Ce matin, l'idée, c'est quand même de vous donner déjà quelques clés et de vous permettre de bien comprendre l'importance d'un parcours client. Et puis peut-être de vous donner quelques pistes d'amélioration. Alors, qu'est-ce qu'un parcours client? Pour ceux qui arrivent et commencent ou qui ne sont pas très au fait, le parcours client, c'est l'ensemble des interactions et des étapes qu'un client vit avec votre structure avant, pendant et après sa venue. Très souvent, chez les professionnels enfin, du tourisme, on s'inquiète du client avant et pendant le séjour et très souvent peu après, ce qui est une erreur. Et puis parfois, même pendant, c'est pas tout à fait optimisé et avant, on néglige certains éléments aussi. On peut largement faire mieux et on va voir comment on fait toutes ces approches-là. Alors avant, on est bien d'accord, c'est dans la recherche d'infos, c'est dans la manière dont on va réserver. Pendant, c'est bien sûr l'accueil, mais c'est surtout pas que l'accueil, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer durant le séjour, quelle est l'expérience que l'on fait vivre aux clients. Et puis, ben, dans la satisfaction client, c'est s'intéresser dès cette étape-là à la vie du client et s'assurer que ben, ces vacances sont exceptionnelles, c'est quand même le but qu'on recherche. Et puis après, c'est tout le retour d'expérience et les recommandations avec l'objectif derrière, c'est soit de fidéliser, bien sûr, soit, et l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles, d'améliorer son e-réputation et puis peut-être de favoriser même le bouche à oreille pour que la personne revienne ou fasse venir en tant qu'ambassadeur. Je vous ai mis 5 étapes clés. Alors, les étapes, elles sont propres à chacun et on va voir que on ne peut pas dupliquer un parcours client. C'est vraiment selon le type d'activité que l'on propose que l'on pourra déterminer son parcours qui est propre à chaque activité. Mais en règle générale, on distingue quand même cinq étapes clés. L'inspiration. Le voyage, il commence à partir du moment où la personne, elle se dit, eh ben, OK, j'ai un week-end où j'ai 15 jours de vacances, une semaine, qu'est-ce que je vais faire?
eh bien, à ce moment-là, on est tous pareils, on va commencer à chercher l'inspiration en se demandant où est-ce qu'on peut aller. Et cette inspiration, on peut la trouver bien sûr sur les réseaux sociaux, mais on peut aussi la trouver autour de soi, par le bouche à oreille, par des recommandations. Donc ça commence à ce moment-là, et c'est une étape assez importante parce que vous allez le voir, on va rentrer un peu plus en détail, c'est ce qui détermine ou non que la personne viendra chez vous ou pas. La recherche d'infos, ben évidemment, hein, une fois qu'on se dit, ben très bien, je veux partir à tel endroit, je veux aller en Moselle, et bien à ce moment-là, on va commencer à rechercher des infos sur ce qu'on peut visiter, ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut dormir, et puis là, tout va y passer, hein, les sites internet des offices de tourisme, ceux, bien sûr, des prestataires, les avis clients, les brochures papier aussi, les magazines parfois même, hein, tout y passe. Et puis on arrive à la phase de réservation où là, évidemment, c'est un élément clé parce que c'est là où on va transformer tout ça en acte d'achat et c'est la manière dont on peut ou pas réserver de façon facilitée ou pas, donc en ligne, au téléphone, sur place. Arrive enfin le moment où la personne vient chez vous sur site le jour J. Et là, c'est tout ce qui est lié aux activités, aux hébergements et à l'accueil en lui-même. Et ça, c'est hyper important parce que dans une comment dire, période où on sait très bien que les clients sont en quête de personnalisation, il nous appartiendra de faire de cet accueil quelque chose déjà d'expérientiel. Et puis le post-séjour avec tout ce qui est avis, fidélisation et recommandations. Voilà les 5 étapes qui sont incontournables dans le parcours client. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui, je pense notamment, qui débutent un peu? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Je les ai fait un peu en cartographie, donc vous voyez bien que le début et les vacances, c'est d'abord ça, c'est faire rêver. Quelle est la manière dont vous allez faire rêver la personne qui est en face? Et ça, c'est toute la question, parce que avant de commencer à planifier, on commence déjà à rêver sur son canapé. Et puis, bien sûr, ensuite, vous avez les étapes. Et je reviens juste sur la dernière, qui est l'idée de partager. Vous connaissez l'adage, hein, une personne satisfaite le garde ça pour elle, une personne, ou le partage à deux, trois personnes, une personne insatisfaite, elle le partage à la terre entière. Hein. Évidemment, parce que quand vous êtes très content d'un endroit, vous voulez souvent le garder pour vous. Vous voulez pas le dénaturer, vous voulez, c'est quelque chose de spécial. Donc, si c'est quelque chose de spécial, ce bon plan, vous voulez le garder pour vous. Alors que quand vous râlez, les Français sont râleurs, on le sait, mais pas que. Quand vous n'êtes pas content, vous le dites à la terre entière. Alors, bien sûr, à tout votre entourage, mais vous allez aussi, pour beaucoup, l'exprimer sur les plateformes diverses et variées avec l'avis client. Le mieux comprendre les outils pour un bon parcours client, c'est d'abord cartographier ce parcours. C'est vous dire, OK, dans mon activité et dans mon interaction avec le client, qu'est-ce qui se passe? Du moment où on doit le faire rêver jusqu'au moment où il rentre chez lui et où on envisage de maintenir le contact et le lien dans l'objectif évidemment de le fidéliser derrière. Eh bien ça c'est très important et il faut faire l'effort de faire cette cartographie même si ça paraît euh, léger, anodin parce qu'en bout du compte on n'a peut-être que 3 interactions. En tout cas, ça permet de poser les choses. Je vais vous montrer des exemples de cartographie derrière. Les personas clients, on en a parlé aussi pour ceux qui étaient là la semaine dernière. En fait, la vraie question, c'est qui sont vos clients? Ça, c'est fondamental. On ne peut pas faire de stratégie marketing si on ne connaît pas ses clients et si on ne sait pas quelles sont les cibles que l'on veut atteindre. Je le disais déjà la semaine dernière et j'aime à le répéter, faut pas croire qu'on communique à la terre entière de la même manière.
Ça ne marche pas. Déjà, on sait très bien que on a des publics et des clients qui sont plutôt versatiles et volatiles. Et donc, à ce moment, partant de ce principe-là, il faut évidemment se demander comment on les capte. Et puis derrière, on sait très bien que selon les générations et les modes de vie et de consommation, tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Puis ensuite, il y a notre propre équipement, notre propre structure qui peut convenir à une typologie de clientèle et pas à une autre. Donc c'est extrêmement important, idem pour les destinations, hein, je le dis notamment pour les offices. C'est important de savoir qui sont les clients cibles et celles que l'on veut atteindre. Ensuite, il y a l'écoute active. Alors ça, c'est une notion qu'on pratique souvent à l'accueil et qui est fondamentale, qui est celle de réellement et sérieusement écouter ce que veut le client et les besoins du client. C'est-à-dire de ne pas être dans l'automatisme de se dire que, eh bien, ma foi, il arrive chez nous pour telle ou telle raison, eh ben, on va lui donner ça, alors que c'est peut-être pas du tout ce que le client souhaite. Ça, c'est valable, bien sûr, pendant le séjour, mais ça l'est tout autant en amont et en aval. C'est de bien écouter ce que veut le client et ce dont il a besoin, et de pas essayer de vendre à tout prix sa prestation par rapport à ses critères et à l'imaginaire que l'on en a autour. Je dis bien imaginaire parce que derrière ça, souvent, on pense à nos références, à nos propres références, et ça parasite souvent notre stratégie marketing. Hein, je vais donner un exemple tout bête qui n'a rien à voir. On pense que parce qu'on aime la mousse au chocolat, tout le monde aime la mousse au chocolat, quoi. Hein, un peu dans cette idée-là. Ben non, ça marche pas comme ça. Il y en a qui aiment les charlottes aux fraises et puis il y en a qui aiment les opéras et d'autres qui aiment la glace. Et ben pour savoir ce qu'aime la personne en face, il faut s'assurer de bien écouter ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie. D'accord? Et y compris, je mets ça, y compris, et j'insiste beaucoup, c'est pas que quand elle est là, c'est aussi peut-être au moment où elle fait la réservation, de bien prendre en considération ses besoins. Si quelqu'un vous dit que il a envie d'être au bord d'un étang et puis qu'il vient en solo et que c'est son voyage de noces, c'est pas tout à fait pareil que de venir en famille et d'être à côté d'une piscine avec des toboggans, hein. Alors ça paraît évident et je prends volontairement ces deux exemples-là, mais ça l'est pas parce que très souvent c'est des choses que notamment les personnes à l'accueil, et je dis à l'accueil physique comme virtuel, oublient complètement. Le feedback à chaud et à froid, donc c'est d'avoir ce retour client à chaud et à froid. Donc, c'est-à-dire de bien s'assurer, quand la personne est là, de dire, ben, bien s'assurer si tout est OK, si tout lui convient, si c'est bien, si ça correspond bien aux attentes. C'est extrêmement important parce qu'on peut à ce moment-là réajuster ou non le séjour et puis faire en sorte d'améliorer l'expérience du client. Et puis à froid, ben c'est vraiment quand la personne rentre chez elle et d'avoir ce retour et de se dire, ben, OK, maintenant que la personne est rentrée, qu'est-ce qu'elle a pensé du séjour? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle retient? Donc c'est très important d'avoir les deux et de ne pas oublier le feedback à chaud. Je sais très bien qu'en période, en forte période d'affluence, c'est pas toujours évident, notamment quand on a un site qui accueille beaucoup de public, mais pour autant, il faut faire cet effort-là parce que derrière ça, il y a aussi le fait que le client se sent considéré. À partir du moment où vous demandez est-ce que tout va bien, est-ce que ça se passe bien, eh bien la personne en face se dit waouh, on s'intéresse à moi. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc de bien penser à faire à chaud et à froid. Et puis l'implication des équipes, ça c'est très important. Quand on a, alors notamment sur des grands sites, quand on a une équipe, eh ben, les gens parlent. Ils vont parler au serveur, ils vont parler à la personne qui était à la boutique, peut-être à l'animateur, ils vont peut-être parler même au jardinier. D'accord? Donc c'est extrêmement important d'impliquer les équipes dans cette démarche-là, parce qu'eux vont vous faire remonter aussi des informations. Et ces informations sont très précieuses.
Donc il faut vraiment expliquer à l'ensemble de l'équipe l'intérêt de s'intéresser aux clients dans tout ce parcours-là. Et ça permet réellement d'être dans un cercle vertueux de qualité et de satisfaction client. OK pour tout le monde? Alors, juste un petit focus sur la cartographie. Donc, on est bien d'accord que c'est un outil visuel qui permet de représenter toutes les étapes vécues par le client. Je vous l'ai dit, il est propre à chacun d'entre vous, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vendez. Derrière ça, on va y mettre, je vous ai mis des exemples, hein, les découvertes, la recherche, la comparaison, la réservation, l'accueil du site, la consommation d'activités et de séjours, le retour d'expérience. Et on y ajoute derrière les émotions, les canaux utilisés et les points positifs. C'est-à-dire qu'on va se dire, eh ben, très bien, quand quelqu'un se dit, ben, je veux partir en vacances et qu'il est en phase de découverte, est-ce que moi, avec ma structure, je touche, j'arrive à toucher ces clientèles-là, oui ou non? Par quels moyens? De façon efficace ou pas? Donc ça veut dire, ben, est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai un site internet qualitatif? Et j'en passe et des meilleurs. Derrière, la recherche et la comparaison, ben, c'est par extension. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit de ma structure sur les plateformes diverses et variées d'avis clients? Est-ce que quand il y a des commentaires, je réponds ou je réponds pas? Rien de pire que de ne pas répondre, hein, je vous le dis, hein. Même quand un client, et surtout quand un client n'est pas satisfait et qu'il le fait savoir sur la toile, dites-vous bien que c'est des milliers de personnes qui voient son commentaire. Donc il est hyper important de répondre et si possible, pas dans 6 mois. Je le dis avec un peu de cynisme, mais il faut vraiment être interactif. Donc, de bien regarder comment, par rapport à tout ça, je suis en capacité ben, de répondre, d'être présente et d'avoir une vue d'ensemble de ce que pensent et disent ben, finalement les clients sur les différents supports et plateformes. La réservation. Est-ce que la réservation elle est facilitée? Est-ce que c'est une galère de réserver pour venir chez vous? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que finalement, alors dans la réservation, tout y passe, hein. Est-ce que si quelqu'un téléphone, il faut qu'il laisse sonner 12 fois avant que potentiellement quelqu'un décroche? Est-ce que c'est renvoi sur un portable dans une zone qui ne capte rien et la qualité de l'appel est complètement parasitée? Est-ce que mon site internet permet ou non de faire de la réservation en ligne? Déjà, est-ce qu'il y a le planning pour ceux qui ont des hébergements? Est-ce qu'il y a des plannings de disponibles? Est-ce que les paiements derrière sont sécurisés? Est-ce que c'est une fiche client qui arrive sur une boîte mail et qui est consultée une fois par semaine? Vous voyez, c'est tout ça qui conviendra d'analyser. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe sur l'accueil sur site. Comment les gens sont accueillis chez vous. Est-ce que si vous êtes un hébergeur, finalement c'est une boîte à clés que vous laissez? Alors là, on peut se poser la question de l'expérience, hein. C'est peut-être pratique, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que finalement, quand on est sur un site touristique, là, il y a une queue de une demi-heure pour rentrer et puis finalement on est sous une cagna pas possible et c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En geste d'accueil, on peut peut-être faire mieux que ça. Est-ce que le personnel est à l'écoute, souriant? On sait très bien que faire une saison dans le tourisme, commencer au mois de juin, c'est sympathique. Terminer au mois de septembre, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a de la constance derrière ça, dans la qualité de l'accueil? Derrière ça, ça interroge aussi sur comment on fait le planning avec les personnes qui sont en charge de l'accueil, de sorte que on n'installe pas une routine ou que ce soit rébarbatif et que ça reste enthousiasmant et stimulant pour tous. Donc c'est toutes ces choses-là que l'on va faire et puis on va aussi s'intéresser ensuite derrière qu'est-ce qui se passe pendant le séjour.
Est-ce qu'on, alors il ne s'agit pas de pister le client, on est bien d'accord, et d'être derrière en perpétuelle sollicitation. Il s'agit de toujours bien doser, mais derrière, on peut quand même s'interroger sur la consommation d'activités et de séjours. Je pense notamment aux ventes additionnelles et en tout cas, ne serait-ce que pour avoir son feedback à chaud, il est important à un moment donné de pouvoir recroiser ce client pour s'assurer que tout, en tout cas, tout se passe bien. C'est hyper intéressant de derrière, une fois que vous avez fait cette cartographie-là, que vous avez bien identifié les points, ces différents points, il faut vraiment que vous soyez très objectif par rapport à ça et que vous vous dites, ben ok, là, je suis pas mal, là, il faudrait que j'améliore tel ou tel point. Ben finalement, ça, je suis carrément absente sur ce point-là. Qu'est-ce que je peux faire pour justement être plus présent et tisser et continuer à tisser du lien avec mon client. Donc c'est extrêmement important que vous soyez objectif. Si vous travaillez en équipe, c'est encore mieux. Hein. Un parcours client, ça se fait avec l'ensemble des collaborateurs qui, à un moment donné, interagissent avec le client. C'est quand même assez intéressant et je me répète, soyez objectif et honnête, sinon ça n'a pas de sens. L'objectif de cartographier un parcours client, c'est bien de l'améliorer. Je vous ai mis des exemples, mais il y en a d'autres. Dans la formation sur le parcours client, on apprend à le faire. Hein. Sur les 2 jours, on en parle et on revient dessus. Mais vous voyez bien que c'est vraiment extrêmement schématique. Ça peut être très ludique. Moi, je préconise que ce soit très ludique parce que derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut impliquer les équipes. Donc, si vous travaillez dans un collectif, c'est important de faire cette cartographie-là et ensuite de la partager avec toute l'équipe pour que derrière, tout le monde, déjà, il peut y avoir un retour, hein. On peut ne pas penser à quelque chose, mais surtout que ce soit vraiment un parcours client partagé. Donc, les pistes d'amélioration, on ne les fait pas tout seul, hein. On les fait dans un collectif et à un moment donné, je me répète, c'est tout à chacun qui peut interagir avec le client. Donc, c'est extrêmement important que les équipes comprennent bien le sens de cette cartographie et du parcours client. C'est bon pour tout le monde? Alors, un parcours client qui est réussi, c'est l'accessibilité de l'information. Ça, c'est impossible de passer à côté. Dans un monde ultra connecté où tout le monde est sur Internet et tout le monde veut que sa vie soit facilitée, eh bien, il faut que, on ait l'info accessible par tout moyen, tout support. OK? Ça, c'est fondamental. Ensuite, la simplicité des outils de réservation et de contact. Enfin, c'est pas la peine d'inventer la poudre à canon, hein. Ça doit être simple et efficace. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un site internet, il faut qu'à un moment donné, votre onglet réservation ou votre onglet contact, il soit visible. Il n'est pas caché au fin fond d'une page où il faut faire 3 clics pour atteindre la page et comprendre comment envoyer un message. Ça ne marche pas. On doit pouvoir à tout moment vous contacter et j'y mets derrière aussi tout ce qui est réseaux sociaux et chat sur les sites internet. Attention à être très précis sur les disponibilités. Je m'explique. Si vous avez un site internet et que vous avez un chat, alors s'il est automatisé, ça me pose problème parce que je vois pas trop l'intérêt. Ça agace finalement beaucoup plus les gens. Je prends l'exemple de la SNCF.
hein, par exemple, où vous avez un chat et finalement vous vous rendez compte que, c'est valable aussi sur Orange, vous vous rendez compte que les réponses sont automatisées et en fait la personne elle répond pas franchement à votre problématique, donc ça ne fonctionne pas. Si toutefois vous avez un chat avec une personne derrière en physique, ça peut être un chargé de com, dans ce cas-là, expliquez que le chat est disponible à des heures bien précises. Expliquez votre fonctionnement. Parce que le problème, c'est que le client va s'agacer. Il va être 22 heures, vous avez un chat et il va pas comprendre pourquoi à 22 heures, il n'y a personne en face. Alors bien sûr, pour nous, ça paraît évident, mais pour un client, pas nécessairement. Idem pour les réseaux sociaux. Hein, c'est pas, on n'est pas obligé de répondre 24/24. Par contre, il vaut mieux faire savoir à quel moment on est disponible si toutefois on a des impératifs dans ce sens-là. Hmm. Donc en tout cas, il faut être simple et efficace. Ensuite, il y a la qualité relationnelle de l'accueil. Je redis bien de l'accueil. On est d'accord que c'est l'accueil en amont, pendant et après le séjour. Il faut créer du lien avec le client, c'est important. Et le lien, il doit se tisser dès le départ. Ce qui est extraordinaire et formidable, c'est quand vous arrivez à une relation extrêmement personnalisée et où la personne que vous avez eue peut-être en contact en amont dans le cadre de la réservation, et ben, quand la personne arrive sur site, elle est immédiatement identifiée. Ça veut dire que ça y est, vous êtes dans un accueil personnalisé et dans une qualité relationnelle qui est presque de l'ordre de l'intime. OK? Je vous donne un exemple. J'avais eu une fois un prestat qui faisait très attention sur un camping où il y avait des réservations bien sûr en amont. Et puis quand les personnes arrivaient, ben, elles revenaient sur Ah ben oui, vous aviez réservé, ah ben, j'ai pensé à vous, et blablabli, et blablabla. Et là, ça y est, on n'est pas une personne parmi tant d'autres, on est une personne qui est attendue et accueillie. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Et on revient sur cette notion de personnalisation de l'expérience. Il faut faire du séjour une expérience unique. Ça, c'est le but recherché. Alors, dit comme ça, c'est ambitieux. Je dis aussi qu'il faut faire attention de ne pas confondre une personnalisation de l'expérience avec la notion de faire vivre une expérience extraordinaire. Je l'avais dit aussi déjà la semaine dernière, mais l'extraordinaire, c'est une notion qui est relative et qui est propre à chacun. Quand vous êtes citadin, je donne cet exemple-là, et que vous voyez des buildings toute l'année et tous les jours, et que vous arrivez et que vous avez le calme d'une forêt et une bord de rivière sympa où vous pouvez tremper vos pieds, ça peut commencer à être extraordinaire pour vous. Donc attention à ces notions-là. Ce qui veut dire que dans la personnalisation, il faut bien, et on est toujours dans cette notion d'écoute active, bien s'assurer de comprendre quel est le besoin du client et qu'est-ce que le client souhaite, de sorte que derrière, on puisse transformer son séjour en un séjour d'exception. Dans le suivi post-visite, enfin, il ne s'agit pas que de dire, bon, ok, je vais prendre l'avis de la personne. Elle a passé un bon séjour, c'est bien. Un moins bon, on va s'intéresser à savoir pourquoi il était moins bon. Ça ne s'arrête pas que là. Il y a un moment donné, il faut aussi se dire que si on est dans la personnalisation de l'expérience et dans la qualité relationnelle avec la personne, eh ben, ma foi, c'est pas interdit de lui envoyer ben, nos vœux peut-être pour la nouvelle année. C'est pas interdit. C'est pas interdit d'envoyer, il y en a qui le font, un message peut-être une semaine après le retour en disant eh bien, j'espère que vous êtes bien rentré, que vous avez bien repris le travail, voilà, et puis de mettre quelque chose lié peut-être à notre équipement, à nos prestations, un brin d'humour. C'est pas du tout interdit et c'est même plutôt recommandé dans l'idée de se dire, ben tiens, la personne en face, elle va dire, ben tiens, ils ont pensé à moi.
Il y a par exemple, j'ai déjà vu des hébergeurs qui envoyaient un message le dimanche soir en disant j'espère que vous êtes bien rentrés et on vous souhaite une bonne reprise du travail en référence au lundi. Donc on peut aller sur des choses comme ça où vraiment on considère le client plus comme un ami qu'un client. En fait, l'idée derrière ça, c'est évidemment d'être sur le registre de l'affect plutôt que d'être purement factuel. Hein, c'est pas j'ai un équipement, je le vends, je donne ma prestation et puis ensuite merci, au revoir. Là, on est vraiment dans l'idée de créer du lien. Ce qui veut dire que derrière aussi, attention, attention aussi aux mails. Comment dire, formaté, hein, les emailing envoyés à tous de la même manière. Quid de l'impact? On sait très bien que c'est très peu lu, mais il faut dire aussi que forcément, ça correspond pas nécessairement aux attentes des clients en face, qui finissent d'ailleurs par se désabonner. Je pense notamment aux newsletters ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir aussi travailler notamment sa base de données quand on en a une. C'est ça même bien. Et déjà, la première chose, c'est de la travailler de sorte que derrière, elle va accessoirement nous être fortement utile pour déterminer qui sont nos clients cibles, hein, nos personas, on revient là-dessus, mais derrière aussi on peut les classer, les trier, envoyer à une partie de nos clients un certain message, à une autre partie un autre message, et le luxe suprême, si on a la possibilité, parce que notre structure le permet, c'est d'être dans la personnalisation totale, parce qu'on se souvient de qui c'est, on sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il aime, et on est tout à fait capable de lui faire une contre-proposition de séjour pour le printemps, alors que la dernière fois, il est venu durant l'été ou à l'automne. Je donne aussi souvent ces exemples-là. Si vous êtes dans une qualité de relationnel pendant le séjour, eh ben peut-être que vous allez dire, oh, mais vous savez, vous devriez venir en hiver parce qu'en hiver, on a un marché de Noël, parce qu'en hiver, je sais pas quoi, il y a un festival et ou de théâtre ou je sais pas quoi, et qu'on se rend bien compte que le client adore ça. Et puis de se dire, peut-être un mois et demi avant l'événement, de dire, ben voilà, on en avait parlé lors de votre séjour. Je vous renvoie le programme de la manifestation, etc., etc. C'est ça, la personnalisation. Alors, vous allez me dire que c'est du boulot. Oui, mais c'est probablement moins cher que de vous lancer dans des campagnes de com dont parfois on ne mesure pas toujours l'impact. Je pense notamment à de l'affichage ou des encarts pubs. Hein. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que vous disposez, c'est des gens qui sont venus. Donc, c'est un travail que vous pouvez faire avec vos clients. Donc, il y a vraiment un- un- une importance, selon moi, à travailler correctement son parcours client. Est-ce que ça va à ce stade-là? OK. Alors, les points de friction, ce qui peut nuire à la satisfaction, évidemment, c'est les temps d'attente et le parcours complexe. On ne vous trouve pas. J'y mets tout, hein, dans on vous trouve pas. On vous trouve pas virtuellement, via les réseaux, via le site internet, mais on vous trouve pas aussi quand on arrive. C'est-à-dire, il n'y a pas de panneau, vous n'êtes pas indiqué. Ça, c'est compliqué. Le temps d'attente, je vous donnais l'exemple des files d'attente hein, qui peuvent être insupportables, notamment quand si les conditions météo sont pas là, hein, s'il fait trop chaud, s'il pleut, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un point hyper important parce que c'est déjà ce qui énerve ou pas le client. Je vous redisais aussi sur le site internet, attention à et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques. Hein. Au bout de 3 clics, on a perdu les gens. Hein. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ce parcours et à la complexité de ce parcours. Les accueils impersonnels, non adaptés.
Alors bien sûr, il y a ce qui est lié au handicap. J'y mets handicap, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui s'est cassé le pied et qui du coup est en béquille et veut quand même passer des vacances. C'est aussi des gens en poussette, c'est aussi des gens qui ont des difficultés parce qu'ils sont âgés à marcher. Attention à la langue. Ah oui, hein, tout le monde n'est pas. Il faut quand même penser aussi aux clientèles étrangères, hein. Il faut quand même qu'on puisse entrer en communication avec la personne en face. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de parler toutes les langues. Et puis maintenant, avec l'IA, il y a quand même des facilités énormes. Mais en tout cas, il faut que la personne sente qu'on a envie d'entrer en contact avec elle et que la langue n'est pas un frein. Parce qu'il y a des gens qui sont très stressés quand ils ont des étrangers en face. Ça aussi, ça se gère et ça s'apprend. Donc il faut identifier tout ça. Et puis la standardisation des messages, hein, donc c'est les messages automatiques de réponse. Il y a une demande par email et puis la boîte mail envoie, on a bien pris en compte votre message et on vous répondra dès que possible. Alors le dès que possible, c'est quand le dès que possible? Mhm. Sachant que c'est ce que je dis souvent, attention si on dit ben voilà, je vous réponds dans l'après-midi, parce qu'on n'a pas toujours la réponse, c'est dans l'après-midi, c'est pas 5 jours plus tard, sinon dites-le tout de suite, parce que la personne, elle va attendre votre réponse. Hein. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps, c'est pas possible, expliquez que vous le ferez pour le lendemain. Mais en tout cas, ce que vous annoncez, vous devez le tenir. Donc, gare à tout ça. Les informations contradictoires, alors ça, c'est pire que tout. Informations contradictoires, j'y mets par exemple les horaires d'ouverture des sites. Vous avez Google qui vous donne un horaire, votre site internet qui dit pas tout à fait la même chose, et l'office de tourisme qui annonce autre chose. Bilan, c'est quoi l'horaire d'ouverture de votre site? Hein, je donne cet exemple-là. Mais il faut faire extrêmement attention aux informations contradictoires. Je pense notamment aussi aux affichages, aussi extérieurs, physiques. Hein, parfois, sur les sites touristiques, on pense à tout changer sauf le panneau qui est devant la porte. Donc, attention à tout ça. La mauvaise gestion des réclamations. Rien de pire que de ne pas répondre à une réclamation. Alors, ça peut être une réclamation, mais ça peut être aussi des suggestions que l'on fait, que le client peut vous faire par email en disant, voilà, j'ai passé un bon séjour, mais ça serait super si vous aviez, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, il faut toujours répondre. Et dans les réponses, on dit que une bonne réponse, c'est dans les 48 heures. Passé ce délai-là, ben finalement, rebelote, le client va se sentir déconsidéré. Et si c'est vraiment de la réclamation et que c'est du lourd, ça veut dire que le client va rentrer dans une spirale négative. Il va vous en vouloir d'à peu près tout. Il va vous en vouloir de la prestation qu'il n'a pas eue ou qu'il a mal eue. Il va vous en vouloir de la non-réponse. Et d'ailleurs, finalement, au bout du compte, si vous lui répondez un mois plus tard, il va se demander si quelque part vous vous foutez pas de lui, quoi. Donc attention à la manière dont vous gérez les réclamations. Et j'y mets derrière aussi le fait de, là aussi, faire attention à ne pas standardiser. Hein, version bonjour monsieur, on a bien reçu votre réclamation, on vous remercie et on va faire le nécessaire pour améliorer les choses. C'est un peu compliqué. La personne en face, il faut toujours se dire que à partir du moment où elle prend le temps de vous écrire, de vous appeler, eh bien, ça veut dire qu'elle attend en face que vous fassiez la même chose. D'accord? Alors, bien sûr, là aussi, enfin, on va se détendre hein, sur les réclamations. Ça ne veut pas dire que le client a toujours raison. On est d'accord? Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes responsable d'à peu près tout. Je donne un exemple. Vous êtes hébergeur et puis vous avez peut-être une réclamation sur le mauvais accueil d'un site touristique que votre client est allé visiter. Vous n'êtes pas responsable de l'accueil de ce site. On est bien d'accord. Pour autant, vous pouvez
faire remonter ça auprès du prestataire. C'est pas interdit de dire, ben voilà, en fin de saison, hein, ben voilà, sur 5 clients qui sont allés sur ce site-là, en fait, 4 ont eu un mauvais accueil. C'est pas interdit de faire remonter ça et de dire, ben voilà, je m'interroge, etc., etc., etc. Mais en tout cas, ne vous sentez pas responsable de tout et n'importe quoi et de ce qui ne vous incombe pas. Mais en tout cas, il faut toujours répondre aux clients. Dans le cas présent, on pourrait très bien dire au client qu'on est bien sûr désolé du mauvais accueil, mais qu'on va faire remonter ça et que ben, c'est surprenant, il y a peut-être un dysfonctionnement, il y a peut-être une situation exceptionnelle, etc., etc. Et puis, ce qui nuit à la satisfaction, c'est aucune suite donnée après le séjour. En gros, la personne, elle part de chez vous et plus rien ne se passe. Terminé. En fait, on n'est plus du tout dans un parcours client, puisque ça veut dire qu'au mieux, on a fait en amont et on a fait pendant le séjour, mais ensuite, on n'a pas du tout travaillé notre clientèle, et ça, c'est une erreur fondamentale. Et c'est souvent l'erreur la plus marquante. Parce qu'on prendra grand soin peut-être à travailler notre image, à faire intervenir une agence pour avoir un site internet plus performant. On va peut-être avoir des gestes d'accueil quand la personne va être là. On va savoir faire tout ça. Et puis en fait, après, quand on remet les clés, ben, ça s'arrête là. Mais en fait, ça s'arrête surtout pas là. Faut pas oublier que derrière, le client, bien sûr, on peut le fidéliser. Mais au-delà de ça, il peut aussi être un ambassadeur. Et c'est peut-être sûrement ça aussi ce qu'on recherche d'abord, un ambassadeur de votre destination, de votre site, de votre marque. Donc c'est quand même assez important. Alors, je vous ai mis quelques exemples de points de blocage, hein. Les sites internet peu clairs, non mobiles, non friendly, ça veut dire pas sympa, hein. Un site internet, il faut que quand on arrive dessus, ça soit clair, que ce soit, qu'on puisse le regarder. Ça paraît encore, enfin, dingue de le dire aujourd'hui, mais on doit pouvoir consulter votre site internet sur un smartphone. Donc à tout moment, n'importe quand. La plupart des gens, quand ils consultent les sites internet, ils le font quand? Eh ben, ils le font le matin, les réseaux sociaux, le matin au petit déjeuner, le soir sur le canapé, éventuellement à la pause déjeuner, dans les transports en commun. Donc il faut absolument que ce soit un site extrêmement clair, facile, accessible, friendly, ça veut dire sympa, il doit donner envie. On arrive dessus, la première page est très importante, hein. On comprend dans quel univers on est et on a des facilités d'utilisation de ce site. Il faut aussi sortir de la tête que les sites internet ne sont vus que par les jeunes et que notamment les seniors sont moins attentifs à ça. Ils demandent encore des brochures. C'est faux. On sait aujourd'hui que les seniors sont connectés, extrêmement connectés. Donc, il faut quand même aussi faciliter la lecture de ces sites. Les difficultés à réserver, trop de clics, manque d'infos, c'est compliqué, trop long, la longueur aussi. Ça, c'est l'horreur. Et pire que tout, c'est quand on ne sait pas comment réserver. C'est-à-dire, on ne peut pas réserver en ligne, il faut appeler, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, c'est extrêmement compliqué. On doit remplir un formulaire. Attention aux difficultés de réservation. La mauvaise coordination entre prestataires. Je pense notamment quand il y a des séjours complexes d'itinérance, par exemple, hein, style vélo avec suivi de bagages, une mauvaise coordination des prestataires, une mauvaise entente des prestataires aussi, hein. Moi, je dis souvent que notre objectif à nous, c'est de donner à tous la meilleure image possible de la destination au sens large. Donc, il est important de garder ses assentiments ou ses sentiments pour soi. Nous, on va donner le meilleur, on va partager les bons plans. Donc, j'y mets aussi dans mauvaise coordination la mauvaise interaction entre les prestataires. L'accueil impersonnel, je ne reviens pas dessus, vous l'avez compris. Et la gestion des réclamations, où je vous l'ai dit aussi, tardive ou absente. Absente, c'est l'apothéose, hein. Absente, c'est l'apothéose.
C'est pire que tout. Donc, il faut vraiment prendre soin de répondre aux clients et dans les temps. L'amélioration du parcours, et ben, du coup, par extension, c'est évidemment la digitalisation fluide, un site responsive, un paiement en ligne. Le paiement en ligne, ben, c'est hyper important et là encore, il faut évidemment que le client sache que le paiement est sécurisé. C'est un accueil personnalisé, le nom du client, les recommandations ciblées. Par exemple, alors ça, c'est les hôtels sont extrêmement forts là-dessus. Ils arrivent à vous personnaliser et vous n'êtes pas obligé d'être en 5 étoiles, hein. C'est rien à voir avec le classement de l'établissement. Mais il y a beaucoup d'hôtels maintenant qui déposent un carton d'accueil. Le carton d'accueil est manuscrit. Il y a quelqu'un qui a écrit, hein, avec sa plume. C'est bonjour Madame, Monsieur Dupont. Vous êtes là pour 2 jours, on espère que tout va bien se passer. Adrien à l'accueil est là pour répondre à vos questions, etc., etc. Il y a maintenant de l'ultra personnalisation. Il y a aussi en amont les hôtels très forts, notamment les hôtels spa, qui sont capables de vous dire, ben, très bien, vous allez venir dans 15 jours, je vous envoie la carte des soins du spa, etc. Je vous recommande telle chose parce que, rebelote, vous avez compris qui est le client en face et ce qu'il veut. Ça, c'est incroyable. Maintenant, il y en a qui performent, hein. J'ai vu aussi sur des offices de tourisme dans le Nord donc évidemment, l'image du Nord, c'est souvent la pluie, mais où l'office de tourisme envoyait un mot en mettant vous allez venir la semaine prochaine, voilà le calendrier des animations, ils ont prévu une météo pluvieuse, mais nous, on va mettre du soleil dans votre séjour et on vous envoie les bons plans à faire en cas de pluie. Ça, c'est typique d'un accueil personnalisé du coup, d'un parcours client réussi. La signalétique claire et multilingue, pensez-y, en anglais à minima. La suivi après séjour, les mails de remerciement. Il faut au moins remercier les gens d'être venus, hein, quand même. Et la demande d'avis. Bien sûr, vous allez me dire que les gens ne vous renvoient pas les documents et que vous faites ça dans le vide. J'ai presque envie de vous dire, mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que celui qui veut s'exprimer puisse le faire, que vous avez facilité ben, le moyen d'expression, et puis derrière, ben, ceux qui vont prendre la peine de vous répondre, et parfois, c'est pas que pour du négatif, hein. Ça peut être aussi du positif. Moi, je l'ai déjà fait, et il y en a de plus en plus qui le font en disant, voilà, c'était super, on a aimé telle ou telle personne parce qu'elle était sympa, l'accueil était formidable, l'animation était parfaite, j'en sais rien, qu'importe. Mais en tout cas, il faut que vous vous donniez le moyen à la personne de s'exprimer. Et puis, la gestion proactive des réclamations. Ça, je ne reviens pas dessus, vous l'avez compris, c'est fondamental. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, je vais continuer. Donc, la satisfaction client, c'est un indicateur stratégique extrêmement important. Ça permet de créer la recommandation, comme le bouche à oreille, les avis, d'augmenter la fidélisation, la répétition des séjours. Ça renforce la réputation, notamment en ligne. On améliore les prestations. On n'y pense pas. Mais quelqu'un qui vous dit, par exemple, ben, en fait, votre jardin, il est super, mais s'il y avait plus de transat, ça serait mieux parce que aux heures de pointe, ben, il n'y en a pas. C'est pas qu'il vous dit c'était pas bien, c'était horrible, c'était galère, j'en peux plus, j'ai passé un mauvais après-midi. C'est juste qu'il vous suggère des choses. Donc ça permet quand même aussi d'améliorer ses prestations. Ça permet de développer son activité. Typiquement, notamment quand on est sur un site, on peut tout à fait déterminer de rajouter des prestations. On peut se dire, bah, tiens, on n'avait pas pensé à mettre des glaces à la buvette, etc., etc., ou d'avoir une boutique avec tel ou tel produit. Donc, on peut réellement développer son activité, ou dans la typologie d'hébergement, enfin, etc. Et évidemment, ça permet de générer des retombées économiques locales pour vous et pour les autres.
N'oubliez pas qu'on est toujours dans un écosystème touristique. Il y a notre prestation, notre destination, mais derrière, chacun interagit. On sait très bien un client, alors petite histoire quand même, un client qui arrive sur un endroit rayonne 60 kilomètres autour. Quand même intéressant. Et ça, c'est son rayon d'action pendant ses vacances. Donc, il est quand même important ben, finalement, de se dire que même si la personne, elle est chez nous et que le premier bénéficiaire de ces retombées, c'est nous, ça peut être aussi bénéfique pour l'autre et réciproquement. Donc voilà un petit peu, un petit peu. Alors quand même sur les recommandations, sur le bouche à oreille, sur les avis, je voudrais juste faire une petite digression sur notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Ne négligez pas les réseaux sociaux et ne négligez pas non plus, enfin notamment un qui est Instagram. C'est le réseau par excellence du tourisme. Il est important d'y être, mais il est important aussi que les images que l'on diffuse soient spectaculaires, ou en tout cas de qualité et fassent rêver. Je vous donne un petit chiffre, mais 40% des personnes de la génération Y, donc c'est les gens qui sont nés dans les années 80-90, choisissent leur destination de vacances par rapport à Instagram. C'est quand même énorme. Et puis, toujours dans les personnes qui fréquentent Instagram, à peu près autant, 42% cherchent un site qui soit Instagrammable. Ça veut dire que faites attention à la manière dont vous allez gérer votre propre site touristique que ce soit un hébergement ou un site d'ailleurs, hein. Il faut à un moment donné qu'il y ait des visuels, quelque chose de visuel. Et c'est d'ailleurs notamment sur l'hébergement, on n'y pense pas, mais il y a 32% des gens qui choisissent un établissement par rapport au fait qu'il soit photographiquement télégénique, entre guillemets. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se dit, la photo, elle est extraordinaire, et quand je vais y aller, je vais pouvoir faire des photos extraordinaires, et ces mêmes photos que je vais partager. Hein. Donc, il y a quand même la recommandation, elle se fait de différentes manières et la vie aussi, hein. Tout ça, c'est des gens qui vont partager aussi, hein. Donc voilà, c'était ma parenthèse sur Instagram. Et puis, pareil, donc ça a un lien aussi avec, bien sûr, la réputation en ligne, mais pareil aussi sur le fait de pouvoir réserver en ligne. C'est extrêmement important. Le e-commerce est en progression constante. Encore maintenant, c'est près de 60 milliards hein, de dépenses quand même, avec une progression encore de 15% par an en moyenne, c'est quand même énorme. Et quand on pense que 80% des gens préparent leur séjour sur Internet et la moitié réservent ensuite sur Internet, on peut quand même se poser des questions hein, par rapport à tout ça. C'était ma petite parenthèse pour que vous l'ayez bien en tête. Pour mesurer la satisfaction client, je vais vous présenter quatre rapidement, très rapidement, mais ça se voit en formation de façon plus construite. Mais en tout cas, quatre outils, méthodes de mesure de la satisfaction. Bah, la première, qui est simplement le questionnaire avec des smileys, hein. Alors, ça peut être des smileys, ça peut être aussi, il y en a qui mettent des feux de couleur, hein, rouge, orange, jaune, enfin, ou vert, etc. Ça permet de mesurer extrêmement rapidement la satisfaction. Je vous ai mis l'exemple de l'Office de tourisme de Nancy, qui a carrément une borne à l'accueil où les gens peuvent cliquer sur le smiley. Comment avez-vous trouvé notre accueil aujourd'hui? 30 secondes. Donc, c'est sous forme de borne et c'est un moyen extrêmement efficace de mesurer ce qui s'est passé dans la journée si vous pouvez faire un stat en fin de journée et voir ce qu'il en est. Le deuxième moyen, c'est ben, la fameuse note, quoi. Est-ce que vous allez recommander notre établissement? Et puis là, on met de 0 à 10, c'est ce qui nous permet derrière de déterminer un score et de savoir si oui ou non, ben, finalement, notre établissement sera recommandé par le client. Je vous ai mis un hébergement de la vallée de la Moselle qui envoie un mail avec la question. 48 heures après, la récolte de retour qualitatif. C'est hyper précieux. Là, on est aussi un peu sur du à chaud, hein, sur les exemples que je vous donne, hein. C'est un moyen immédiat de savoir ce que la personne a pensé et de façon facile.
Bah, le taux de réclamation, ça aussi, hein. Combien de personnes, est-ce qu'il y a beaucoup de réclamations ou pas? Alors les réclamations chez nous, mais aussi sur les plateformes, hein, d'avis en ligne ou de réservation. Et puis ça, c'est basiquement les camemberts avec les taux qu'on peut mettre. Je vous ai mis une agence de voyage à Thionville qui a réduit de 30% les réclamations en mettant en place un script d'accueil téléphonique et une formation à l'accueil. C'est énorme. Parce qu'une fois que vous avez vos réclamations et que vous voyez le taux de réclamation, si vous avez 40% des gens qui considèrent que l'accueil est moyen, il faut quand même vous poser des bonnes questions. C'est qu'il doit se passer quelque chose. Et ben, le fait, par exemple, d'avoir un script d'accueil téléphonique d'établi, ça peut être très intéressant. Ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas personnaliser votre échange avec le client. Ça veut juste dire que la manière dont vous allez fonctionner permet d'améliorer la qualité et d'avoir une constance dans l'accueil. Je pense notamment aux endroits où vous avez plusieurs personnes à l'accueil, hein, de réfléchir collectivement comment vous fonctionnez. Et j'ai mis aussi la formation à l'accueil parce que dans ce cas-là, l'agence de Thionville avait aussi formé ses équipes à l'accueil. Il faut arrêter de croire que l'accueil, c'est inné. Et il faut arrêter de croire que l'accueil, parce qu'on en fait depuis 20 ans, on sait tout. Bah non, ça ne marche pas comme ça. La vie est faite d'évolution, les gens évoluent, les modes de consommation évoluent, la société évolue et les demandes évoluent. Donc il y a un moment donné, il faut aussi se remettre en question et peut-être qu'une formation permet aussi de revenir sur des techniques d'accueil et de vente, parfois qu'on a oubliées, qu'on a négligées ou parfois qu'on ne connaît pas. Donc la formation, c'est quand même très important. Derrière aussi, dans les formations d'accueil, vous avez aussi souvent dans le module une partie dédiée à la communication. Donc les clés de la communication pour que les personnes comprennent bien, ben, vous savez, que la communication n'est pas que verbale, hein. Elle est aussi non verbale et paraverbale. Le verbal représente 7% de la communication. Ça veut dire que tout le reste, l'attitude, les gestes, l'intonation de la voix, etc., sont des éléments essentiels dans la communication. C'est très intéressant, par exemple, que ce soit expliqué au personnel d'accueil, parce que ça permet aussi de travailler les attitudes. Enfin, l'analyse des verbatims. Donc, les verbatims consistent à collecter et à exploiter les commentaires. Je vous en ai parlé. Donc, c'est tout ce qui est suggestion, expérience, recueilli via les avis en ligne, les questionnaires, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, hein. C'est les extractions des mots-clés, des émotions, des suggestions. Par exemple, très bel accueil dans l'office, mais on aurait aimé plus d'idées d'activités avec les enfants pour le week-end, peu de documents à disposition. Les actions possibles, eh ben, on peut créer une fiche avec un top 5 des idées en famille, on peut repenser la zone de documentation en libre accès, et puis on peut intégrer des pictos famille sur les brochures, par exemple. Donc ça, euh, alors, il y a des endroits, je l'ai déjà vu, ils ouvrent simplement des documents Excel basiques, hein. Et puis, quand il y a plusieurs personnes à l'accueil, chacun rentre des mots-clés ou des suggestions. Et puis, en fin de saison, on fait un bilan et on regarde. Si effectivement, dans le cas présent, finalement, il y a beaucoup de familles qui ont mis comme quoi ben, ils n'ont pas trouvé la documentation ou les infos, ben, on peut alors envisager de travailler ce point de nœud. Ce ne sont que des suggestions et des expériences, mais ça peut être quand même important et ça permettra peut-être à votre activité ben, de se repositionner ou d'améliorer certaines choses. Les bonnes pratiques, multiplier les canaux. Tout est possible hein, pour les questionnaires de satisfaction ou pour le recollement. Ça peut être des QR codes, ça peut être des tableaux, des tablettes, ça peut être des emails, ça peut être des SMS. Alors j'aurais pu mettre aussi des simples questionnaires papier. Ça peut être aussi. Attention, il faut que ce soit court, les gens n'ont pas que ça à faire. Donc 3 à 5 questions max. Il faut partager les résultats avec l'équipe. Rien de pire, alors à quoi ça sert de faire des questionnaires et de les laisser dans le placard? Alors ça, c'est déjà le pire. Mais ensuite, si on garde les résultats pour soi, bah, très bien, dont acte. Encore une fois, dans l'implication des équipes, c'est important, notamment quand on a des bilans de fin de saison.
de pouvoir partager les résultats. N'oublions pas que la satisfaction client, elle peut être aussi positive, hein. Les gens peuvent vous dire, j'ai adoré ça, on peut avoir une super note sur l'accueil, etc., etc. Quelques exemples inspirants. Je vous ai mis l'Office de tourisme de Gérardmer avec la mise en place d'un accueil digital et un chat en ligne. Et ils ont pu traiter 22% de demandes supplémentaires. Parce qu'en fait, l'Office de tourisme de Gérardmer avait un gros problème, c'est qu'en pleine saison, avec le flux touristique, ils n'arrivaient pas à répondre à toutes les demandes et il y avait des gens qui, agacés, partaient. Donc, ils ont cherché un moyen de traiter l'accueil par différents canaux et ils ont trouvé cette solution-là. Je vous ai mis aussi le parc de Sainte-Croix avec des QR codes à la sortie. Ils ont 300 avis par mois. Un hôtel à Metz donc, qui a mis en place un questionnaire de satisfaction court via un SMS a eu 30% de réponses utiles pour améliorer l'expérience client. Vous avez vu que là, c'était un questionnaire par SMS, hein, en renvoyant sur un formulaire classique de questionnaire de satisfaction. Donc, soyez imaginatifs. Ce que je veux dire, c'est que ça doit pas, ne prenez pas la satisfaction client comme potentiellement une sanction, comme potentiellement quelque chose de rébarbatif. Prenez-le comme un outil qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et parfois même, je le redis, ça peut être positif de se féliciter, s'auto-féliciter ou de féliciter les équipes, en tout cas pour le travail accompli. Parfois aussi, quand on propose une nouvelle activité, ben, ça permet de voir l'impact de cette nouvelle activité et la perception de cette nouvelle activité sur les clientèles. Donc vraiment, prenez ça comme un outil qui vous permettra de progresser. Alors, et maintenant, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, posez-vous la question de ce que vous pouvez mettre en place dès demain, des outils que vous souhaitez tester et de la manière dont vous souhaitez impliquer vos équipes dans la dynamique client. Je vous l'ai dit, c'est une stratégie partagée. Un plan d'action simple en 3 étapes, c'est de cartographier vos parcours clients actuels, c'est d'identifier 2 à 3 points de friction prioritaires. On ne peut pas tout faire, hein. Surtout quand on commence. Il faut vraiment prendre le temps d'aller à fond sur 2, 3 points plutôt que d'essayer de saupoudrer tout votre parcours client. Et de mettre en œuvre des actions correctives simples et mesurables. Hein, si vous voyez déjà, notamment par rapport à la satisfaction client, des points que vous pouvez assez rapidement modifier, ben, il faut y aller. La conclusion de ce webinaire, ce que je peux vous dire, c'est que le parcours client, c'est un levier stratégique de satisfaction. Définitivement, il doit faire partie de votre stratégie marketing. La mesure permet d'agir concrètement et les outils simples existent pour tous, hein. C'est pas parce que dans le parcours client, faut pas vous dire que ben, peut-être que vous êtes hébergeur et ça vous concerne pas. Non, 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 il n'y a pas que les grands sites. Vous aussi, vous pouvez de façon simple mettre en place des choses. La satisfaction client, bien sûr, contribue à l'expérience du client et à la notoriété. C'est hyper important, c'est un moyen facile d'améliorer votre notoriété. Et puis, ben, je l'ai mis, le plus dur, c'est souvent de commencer. C'est de se dire, ben, allez, on se prend le temps de vraiment cartographier notre parcours client et de mettre en place une stratégie dédiée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une expérience à partager? Je vous laisse la parole. Non? Eh ben, Pas Déborah, de je me questions? permets, David, depuis les Trois Forêts Center Parks. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier parce que le contenu de votre présentation, il est tout à fait perspicace. C'est mon quotidien, évidemment, C'est bon. dans mes fonctions de responsable de l'expérience client. Et tous les points que vous avez abordés sont évidemment justes et parfaitement sensés et centrés sur le monde dans lequel on vit. Il y a juste une remarque que moi je voudrais apporter concernant les résultats des enquêtes de satisfaction.
Oui, Euh, Dans un groupe comme le nôtre, on a des outils assez formidables pour obtenir ce type de résultats, mais il y a bien, pour moi, une grosse différence à faire entre ce que vous avez abordé, le NPS, la notation oui, pure et dure, et les commentaires clients. oui. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous donner deux exemples. J'ai à l'esprit un cas de figure d'une cliente qui nous met un 10 de NPS, donc ce qui est évidemment absolument parfait, et qui nous dit en commentaire, j'ai passé un excellent séjour au domaine des Trois Forêts, mais, et elle va dans son commentaire nous mettre une dizaine de points, des pistes d'amélioration sur l'expérience client, ou peu importe, et voilà, dizaine de points qu'elle a su identifier. Malgré ça, elle nous met 10 de NPS. Et à l'inverse, on va avoir le client qui va nous mettre un NPS à 2 parce que la météo était absolument défavorable en Moselle pendant l'hiver. Donc, c'est bien ce dont je voulais souligner. Il faut vraiment faire la part des choses entre la notation NPS et la lecture des commentaires. Vous en avez parlé. Euh, sur les réseaux, évidemment, on voit des multitudes de commentaires. Et pour moi, c'est quelque chose qui finalement, je considérais plus intéressant que la notation chiffrée. Voilà, je tenais juste à le souligner. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent sur les questionnaires, j'ai dit ces 3 à 5 questions. J'ai presque envie de dire, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une question ouverte qui permet à la personne de s'exprimer. Moi, je crois beaucoup aux commentaires. C'est beaucoup plus enrichissant parce que la note, c'est une note, hein. Ça, c'est pareil quand on va sur TripAdvisor pour que tout le monde comprenne bien, hein. Vous avez 4,8 sur 5. Vous avez, alors bien sûr, tout ça, c'est regardé, hein. Il ne faut pas le négliger. Mais en termes de progrès euh, pour soi, hein, c'est-à-dire pour son établissement, ah bah oui, vive les commentaires, hein. Ou même, hein, je le redis, je l'ai dit tout au début, hein, de développement de nouvelles activités. C'est-à-dire que derrière, les clients peuvent vous suggérer tout un tas de choses qui vont faire que subitement, vous allez peut-être commercialiser des prestations supplémentaires que vous n'avez jamais imaginées au moment où vous avez mis en place tout un tas de choses, hein. Je peux juste donner mon avis si vous m'entendez? Oui, oui, Si je comprends bien, je suis la seule à être, j'allais dire, particulier en gîte, hein. Le reste, c'est plutôt des institutions ou voilà. Donc, moi, le logement est à l'étage de ma maison. ok. Donc, tout est toujours absolument personnalisé. Plus que ça, je pense, ça ne peut pas exister. C'est toujours moi qui donne les clés. Je fais un état des lieux de tout l'appartement avec eux. Voilà. Il y a toujours des petites attentions, de la confiture maison, des produits locaux, du savon, de la savonnerie locale, voilà. Et les commentaires, ben, en 7 mois d'activité, je suis 5 sur 5 sur Google. Je suis devenue plus, là, je sais pas quoi, là, sur Airbnb. Sur Booking, là, j'ai eu mes premiers clients ce week-end qui m'ont mis aussi la note maximale. Donc, c'est vrai que les commentaires, c'est hyper important. Et le petit message, quand ils repartent, effectivement, déjà sur la route, bonne route, faites attention sur la route, roulez doucement, voilà. Et 2 jours après, bonne semaine. Moi, j'ai travaillé en banque pendant des années. Là, je travaille plus, suite à des soucis de santé et le relationnel client, mais c'est le truc, numéro un de toute façon. Et là, j'ai des clients qui, sur Google, m'ont même mis un message, donc dans les commentaires en disant: «Laissez-nous ce gîte à nous, ne venez pas le louer parce qu'il est trop bien». Bah oui. Je pense que plus on peut pas avoir, donc c'est vrai que c'est une satisfaction énorme. Alors, c'est ce que je disais, hein, il y a la personne satisfaite, elle garde pour soi, hein. Gardez toujours ça dans votre tête, hein, en disant le bon plan, je veux le garder pour moi. Alors, ceci dit, vous pourriez même aller, Peggy, un cran plus loin. Alors, si vous commencez votre activité, pensez à la fidélisation et peut-être à envoyer, vous voyez ce que je donnais comme exemple basique, les vœux de fin d'année. Mais peut-être que vous allez avoir un événement sur votre territoire et puis vous allez peut-être envoyer le programme en disant bah, ce printemps chez nous voilà ce qui se passe quoi. Ou peu importe, il y a tout un tas de prétextes qui fait qu'on peut entretenir un lien. Chez nous, c'est très calme, hein. En zone Natura 2000, moins on a d'événements, mieux c'est. C'est ce que Mais les gens. les événements peuvent être aussi, et il faut y penser, la nature est un événement en soi.
D'accord? C'est-à-dire, c'est le printemps chez nous, et puis vous envoyez une magnifique photo, comme une carte postale. Tout ça, ça se travaille, c'est une communication qui est facile, hein. Enfin, tout peut être prétexte à communiquer. Mais je trouve que du gîte, c'est hyper important. Bon, Instagram aussi, comme vous aviez dit. Effectivement, au mois d'avril, on a les grenouilles, la saison des amours des grenouilles. Ben, il y a une vidéo avec les grenouilles qui croissent le soir. C'est, voilà, quoi. Les lièvres qui courent autour du gîte et tout ça. Voilà, tout ça, effectivement, se retrouve en photo. Et je trouve que c'est hyper important. Sur le site internet aussi, nous, on est en pleine nature. Donc, effectivement, toutes les photos sont du tour, on va dire, du gîte. Les photos, la nature. Bah aussi parce qu'on est en milieu agricole, donc aussi les champs, tout ce qui est culture autour du gîte, c'est important quoi aussi. Voilà. Très important. C'est pour ça que je dis que l'extraordinaire est une notion relative, hein, et il faut bien avoir tout ça dans la tête, hein. Mais il y a des vrais enjeux, d'autant que, je ne l'ai pas dit, mais depuis la Covid, les gens préfèrent partir plusieurs fois en court séjour plutôt qu'une fois en long séjour. Et ils partent au pied levé. Donc, il y a des enjeux à travailler sa communication, notamment sur les réseaux sociaux ou sur Insta, et à valoriser des images. Quand on passe un mois de mars qui n'est pas super parce qu'il n'y a plus de neige, parce qu'il n'y a pas encore les feuilles aux arbres, mais que subitement, début avril, on voit un paysage verdoyant, enfin, des feuilles des bourgeons, des fleurs, et j'en passe, et des meilleurs, bah, peut-être qu'on va avoir envie, et parce qu'on a vu que la météo était sympa le week-end d'après, on va se dire, purée, tout ça nous donne envie, viens, on va y passer 3 jours. Donc, je le redis, il faut vraiment que vous ayez en ligne de mire que avant le séjour, il faut faire rêver. À partir du moment où la personne se dit, tiens, on part, il faut la capter. C'est aussi simple que ça. Et parce que tout se passe à ce moment-là. Merci beaucoup pour votre intervention et l'information. Je vous en prie, merci à vous. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Une question? Rien sur le chat. Ok, eh bien, on va donc en rester là. Le prochain webinaire, ben, peut-être qu'il y en a qui sont inscrits, c'est cet après-midi sur les labels et marques, à 15 heures. Et puis, je vous remercie à tous pour ben, votre participation. Et puis peut-être à très bientôt. Merci à vous. Bonne Merci. Bonne journée à Merci. tous.